En attendant, pour tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue et merci de votre intérêt. Bienvenue donc à ce jeudi de l'expérience usagée et avec aujourd'hui 3 représentants du ministère de la Justice et un thème qui est l'anniversaire, le 30e anniversaire de la loi Toubon. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous 3 intervenants. D'abord, Madame Karine Chevrier, qui est la secrétaire générale du ministère, et avec également messieurs Luc Ferrand et Vincent Chabin qui se présenteront. Donc, on a un programme qui est assez riche. On va parler de la politique de la langue française mise en place au sein du ministère de la Justice. Et puis, on va avoir donc une introduction de Madame la secrétaire générale et puis des illustrations de travaux, de chantiers, de résultats au sein du ministère, s'agissant de rendre, par exemple, les documents plus clairs et accessibles avec des illustrations avant-après, ou d'une intervention autour de c'est assez inédit, de la création de nouveaux termes juridiques. Merci beaucoup, madame, et merci de votre présence. Et nous sommes à vous. Merci beaucoup à toutes et tous. Désolée effectivement pour ce petit aléa de connexion. Est-ce que vous m'entendez pleinement ? Voilà, très bien, parfait. Alors écoutez, donc je suis Karine Chevrier, contrairement à votre nom qui apparaît sous le terme de cette conférence effectivement en ligne, et je suis vraiment ravie de pouvoir inaugurer effectivement cette conférence en ligne dédiée aux 30 ans effectivement de la loi Toubon et de l'innovation que nous avons essayé de mettre en place au ministère de la Justice autour de la politique de la langue française. Alors j'interviens comme secrétaire générale du ministère, non au titre de ses fonctions pleines et entières de secrétaire général, mais pleinement, puisqu'en tant que secrétaire général du ministère, j'ai également été nommée haute fonctionnaire chargée de la terminologie et de la langue française, qui est une mission vraiment que j'exerce avec grand intérêt et plaisir. J'ai un adjoint, Vincent Chabin, qui est présent dans cette conférence en ligne aujourd'hui et qui est au quotidien auprès de moi pour porter cette belle mission. Et puis, je remercie Monsieur Ferrand, magistrat, effectivement, qui est expert au collège droit et justice et qui évoquera notre mission d'enrichissement de la langue française et du langage juridique. Donc, nous animerons à 3 voix cette conférence en ligne. Alors, peut-être vous dire, donc on a eu le lien, on a souhaité de manière audacieuse faire le lien entre l'innovation que porte très fortement la direction interministérielle de la transformation publique ici présente, les enjeux d'expérience usagée et la langue française, puisqu'en plus, en cette année, nous fêtons les 30 ans de la loi Toubon, loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon. Et d'ailleurs, je relisais avec intérêt les débats parlementaires au Sénat en 94 relativement à cette loi. Et le rapporteur de la loi disait qu'il n'y avait qu'un intérêt à cette loi, c'est si elle s'inscrivait dans la durée. Donc voilà, 30 ans après, on peut dire qu'elle a rempli une partie de son objectif. Alors peut-être très rapidement, parce qu'évidemment, avec les difficultés de connexion, on a perdu quelques minutes, mais vous dire qu'effectivement, l'enjeu de la langue française et de l'usage, évidemment, au ministère de la Justice est important, puisqu'évidemment, nous sommes là au cœur de l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, voilà ce que dit précisément la Constitution française, et puis là, au terme de l'article 1er de la loi Toubon, la langue française est la langue dans l'enseignement, le travail, les échanges et les services publics. Et avec cette conception et cette intention derrière de rappeler combien finalement la langue française c'est le lien, ça assure le lien social et ça contribue également à l'égalité des citoyens dans leur vie quotidienne, notamment dans les accès qu'ils peuvent avoir aux informations, au savoir, à la culture, aux services publics, et en veillant d'ailleurs à des intérêts également bien connus, de protection du consommateur, du salarié, voilà, de l'usager plus largement. Alors, je suis pas là pour effectivement rappeler le cadre légal que vous connaissez peut-être les uns les autres, mais que vous redécouvrirez, en tout cas j'espère avec intérêt. Vous rappelez qu'il y a également tout un cadre jurisprudentiel qui entoure l'emploi de la langue française, mais peut-être vous dire qu'effectivement en tant que ministère de la Justice, en tant que service public, bon évidemment le champ de la décision juridictionnelle est pleinement le lieu où la langue française trouve sa pleine place, mais nous sommes par ailleurs en tant que service public plus largement très attachés
à ce que, et en tant que service administratif, on va dire grande administration, très attaché à ce que la langue française puisse être préservée, encouragée, pour favoriser justement l'intelligibilité et l'accessibilité des messages adressés à nos concitoyens. Voilà, donc important et notion cœur de l'accès au service public, à l'information. Et en introduction, je voulais également rappeler qu'on retrouvait une étude très intéressante du CREDOC sur la perception de la langue française et de la francophonie, et que 3 répondants sur 4 ont une image positive du français, et près de 2 Français sur 3 jugeaient utile qu'une loi garantisse l'emploi du français dans la société, en rappelant pour 90% d'entre eux que les services publics devaient employer la langue française avec les usagers, combien c'était effectivement indispensable. Donc voilà, donc nos concitoyens sont attachés à la langue française. Il est important également qu'elle puisse effectivement être au cœur de nos services publics, avec évidemment tous les enjeux de traduction et autres, lorsque tout cela est nécessaire, bien sûr, pour l'accès à nos services. Alors peut-être effectivement vous dire, et je pense qu'on a 3 points d'attention que je voulais évoquer avec vous dans la partie innovation de nos propos, peut-être insister sur le fait que, et je vais commencer par la première innovation, en tant qu'agent public, et là je parle dans notre travail administratif quotidien, nous avons tendance, les uns les autres, à parfois voilà, entendre et utiliser des locutions souvent dites des anglicismes qui viennent agrémenter nos échanges oraux ou écrits. Et donc au ministère de la Justice, en tant qu'administration, nous avons eu un premier acte de travail relativement récent, mais qui partait de la perception que j'avais eue que nous étions, que nous, dans notre langage, en tout cas administratif quotidien, nous utilisions de plus en plus de mots qui n'étaient pas forcément des mots effectivement de la langue française classique. Et nous avons, avec l'appui de Vincent Chabin, mon adjoint, et des directions du ministère, travaillé, et nous continuerons à le documenter parce que c'est un travail en cours, sur le fait de savoir privilégier les expressions françaises aux anglicismes, et avec un certain nombre de recommandations. Donc, on est vraiment dans le stade de la recommandation pour faciliter, bien sûr, les enjeux de clarté et de compréhension. Et nous avons donc travaillé à un petit, on va dire, lexique qui vise à éviter de dire rétro-planning, mais préférer dire calendrier prévisionnel. Voilà. Éviter de dire c'est mon job, mais préférer dire c'est mon travail. Voilà. Je pense que les choses sont aussi simples que ça, mais voilà, à titre en fait de travail collectif au sein de nos administrations, nous avons donc initié cette plaquette avec Vincent Chabin, et nous travaillons maintenant un peu à la faire connaître, à la documenter. C'est un travail qui va se poursuivre et qui est en fait un travail interne publié sur l'intranet, et puis qui est pleinement intégré dans le livret d'accueil à destination des nouveaux arrivants au ministère de l'administration centrale. Donc, petite innovation, une plaquette, et ça va mieux en le disant et en l'écrivant, montrer qu'un certain nombre de locutions parfois trop utilisées peuvent très classiquement et très simplement, se traduire en français. Évidemment, dans mes attributions, j'ai l'autre attribution de la transformation numérique, et c'est évidemment un domaine où ce type de mot est très largement utilisé. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire un premier zoom et je voulais insister justement en première attention sur cette innovation, voilà, dans nos supports de travail au sein de l'administration. Le deuxième point d'attention que je voulais évidemment décrire comme une innovation, mais c'est effectivement, et je remercie vraiment Monsieur Legrand qui va être bien plus explicite que moi, mais c'est évoquer avec vous le travail qui est aussi un travail d'innovation, un travail très soutenu, initié depuis 2004 au sein du ministère, avec l'appui d'un collège d'experts droit et justice, et qui est un collège qui participe à l'enrichissement de la langue française, donc directement en lien avec la commission d'enrichissement de la langue française. Et ce collège d'experts, qui se réunit maintenant depuis 20 ans, travaille à ce qu'un certain nombre de mots, de notions juridiques, notamment relativement fortes, voire sensibles, puissent trouver une pleine traduction et des pleines définitions à la fois donc dans notre langue française. Et vous avez à l'écran un certain nombre de termes juridiques qui ont été traduits, documentés par ce collège experts et justice, dont je voulais vraiment travailler le travail. Donc c'est un travail interministériel, hein, puisque
il s'agit d'un collège qui vient proposer un certain nombre d'évolutions que nous portons avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et ça me permet de remercier tout particulièrement le délégué général Paul De Sinetti et son équipe pour leur étroite collaboration. Et ce collège, droit et justice, qui est composé d'un grand nombre de profils très variés, permet du coup d'enrichir la langue française sous l'égide de la présidence de Dominique Latournerie, un conseiller d'État honoraire que je remercie également pleinement de sa mobilisation, mais sous son égide a pu enrichir la langue française de 97 termes publiés au JO, avec des exemples qui touchent à des sphères très différentes, comme la légistique purement et simplement, mais également la justice restaurative. Nous avons évoqué les enjeux de le mot féminicide, de suicide par police interposée, et également été prise la notion d'action de groupe, on y reviendra, la notion d'écocide, toutes ces notions de cybercriminalité, vous avez la liste en visuel, et ce sont des notions pour lesquelles voilà, le collège Experts et Justice travaille à la précision de sa définition pour une intégration dans la langue française, avec ensuite une validation évidemment de l'Académie française. Donc un travail extrêmement lourd, documenté, qui mobilise des expertises variées. Et je remercie véritablement Monsieur Ferrand qui sera évidemment très explicite pour vous montrer quelle est la maïeutique qui nous conduit collectivement à l'enrichissement de la langue française et donc à l'innovation. Je m'adresse à la DITP derrière et aux personnes qui nous écoutent. Et donc à l'innovation, c'est de l'innovation en faveur de l'usager, mais effectivement de l'innovation pour faciliter l'appropriation par la langue française de notions qui peuvent être des notions complexes. À titre illustratif également, nous aurons en 2025, et le collège d'experts aura travaillé sur le mot, le coercive control, parce que les mots sont souvent des notions anglo-saxonnes, donc le contrôle coercitif, et puis qui sera documenté et décrit, et le pig butchering, l'escroquerie par séduction en cybermonnaie notamment, et tout ça sera aussi également décrit et donnera lieu à un travail en 2025. Voilà, donc voilà un peu les deux premiers points d'attention, et puis je voulais finir mes propos, pour pas être trop longue, sur la troisième innovation sur laquelle Vincent Chabin reviendra plus largement, qui est le travail que nous avons fait en matière d'accès et de devoir un peu d'exemplarité, d'accès à nos écrits administratifs. Nous avons souhaité prendre les sujets à bras-le-corps, et j'ai envie de le dire quand même dans les enjeux de langue française, d'accessibilité, d'intelligibilité, à la fois de la norme, et ça c'est tout le champ évidemment de la légistique, mais également le champ des écrits administratifs classiques dans le rapport aux usagers notamment. Et là aussi, j'exclus évidemment le champ de la décision juridictionnelle, mais dans notre travail quotidien de service public, nous avons pris à bras-le-corps les enjeux de communication écrite à destination notamment des usagers, des justiciables, dans leur contact notamment avec la justice, en travaillant à un passage en revue de l'ensemble de nos écrits administratifs. Vincent y reviendra très bien, pour veiller à leur intelligibilité, clarification, éviter le jargonnage entre nous et faciliter la simplification véritablement de nos écrits dans le dialogue avec les usagers. C'est un travail que nous avons initié il y a près de 2 années et qui, on va vous le décrire, aboutit à un guide un peu des bonnes pratiques rédactionnelles au sein du ministère pour chaque direction, et qui sera par ailleurs largement diffusé pour que chaque agent du ministère dans l'écriture, alors évidemment de ces actes plus classiquement administratifs, puisse utiliser les bonnes pratiques et tout ce que nous avons initié. Donc 3 innovations, c'est pas des exemples, 3 actions de moyen long terme que nous avons initiées, donc sur lesquelles je voulais insister et sur lesquelles je propose de laisser la parole peut-être très très directement à Monsieur Legrand, s'agissant notamment de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire notamment l'axe 2 autour de l'enrichissement de la langue française et du vocabulaire, du droit, pour une plus grande intelligibilité de nos notions. Je vous laisse la parole, peut-être, Monsieur Legrand, c'est à vous. Monsieur Luc Ferrand, bonjour. Oui, merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Il est difficile de ne pas commencer par
saluer l'engagement du ministère de la Justice. Vous avez parlé de 97 termes. Je pense que le ministère de la Justice est loin devant les autres ministères. J'ai la chance de connaître plusieurs membres du Collège Économie et Finances, par exemple. Et d'ailleurs, nous échangeons fréquemment puisque les collèges peuvent se consulter entre eux. Et j'ai bien acquis le sentiment au fil du temps que le Collège Droit et Justice est un des collèges qui travaille le plus et qui, comme vous l'avez dit, a véritablement un rôle central en matière d'innovation, puisque vous avez souligné plusieurs termes qui, je crois, sont très importants pour percevoir quelle est la mission, notamment les termes d'accessibilité et d'appropriation. Et je crois, très sincèrement, que c'est véritablement le message qui guide les travaux et qui inspire les membres du collège. Comme vous l'avez dit aussi, les membres du collège sont d'origine très diverses, outre les représentants que vous avez déjà cités du ministère de la Justice, et notamment vos collaborateurs, mais également le représentant du Conseil d'État qui préside cette institution, les représentants de l'Académie française et du ministère de la Culture. Sont assis autour de la table des universitaires et des représentants des professions du droit ou des secteurs d'activité liés au droit, notamment le secteur bancaire. Donc c'est une vraie diversité et par là même une vraie richesse. Et encore une fois, je crois que la préoccupation essentielle, c'est à la fois de forger des termes nouveaux quand ils émergent en tant que besoin, et vous l'avez par exemple cité à l'occasion de la légistique, donc d'accompagner les travaux préparatoires à la mise en œuvre de nouvelles législations ou de nouvelles réglementations, et puis bien entendu de se conformer à l'esprit de la loi Toubon, qui est de trouver un équivalent en langue française à chaque fois que c'est nécessaire, dès lors que c'est formé à l'étranger un concept qui vient s'imposer dans l'univers économique et dans l'univers juridique. On a souvent fait le reproche à ce collège d'être, entre guillemets, à la suite, c'est-à-dire de se borner à traduire des termes originaires de la langue anglaise, qui ont pour origine la langue anglaise. Je pense que c'est un reproche réellement infondé. Il y a, grâce aux liens qu'assure le secrétariat général du ministère de la Justice par nature, une réelle attention à tout ce qui est foisonnement des besoins nouveaux et des besoins émergents. Et j'en retiendrai un seul exemple, c'est celui de l'examen du concept de justice restaurative ou de justice restauratrice. Il s'agissait à la fois d'accompagner les travaux du Parlement et ensuite la mise en place du Conseil permanent de la justice restaurative, de manière à harmoniser d'une part le lien entre la loi et les organes découlant de la loi, mais aussi de rechercher le terme le plus adéquat, celui qui sera le plus facilement compris et qui s'imposera. Et une des grandes préoccupations des membres du collège, c'est de faire en sorte que les termes puissent véritablement, comme vous l'avez souligné, être appropriés. C'est-à-dire que non seulement il soit compris du grand public et aisément compris du grand public, mais d'autre part qu'il s'impose notamment par le canal des médias. Et nous considérons souvent que, avec le recul, que nous avons bien travaillé quand un terme se répète en presse écrite, en radio et en télévision, ou qu'on le voit se déployer sur les réseaux sociaux. Et j'ai à cet égard peut-être deux illustrations à vous proposer. Et cette fois-ci, il s'agit bien d'intégration de termes issus de la langue anglaise en droit français. Mais il y a à ça une raison tout à fait logique, c'est qu'aujourd'hui, la langue de travail de l'Union européenne, qui est notre principale source de droit, c'est l'anglais européen. Et d'autre part, les échanges mondiaux favorisent évidemment comment dirais-je, également les échanges linguistiques et les traités internationaux doivent pleinement prendre rang au sein de notre ordonnancement juridique. Alors, les deux exemples que j'ai choisis ne relèvent pas, que je vous propose, pardon, ne relèvent pas de ces origines-là,
Ici, il s'agit plutôt de phénomènes émergents, mais on a d'autres exemples qui sont importants. À l'occasion des accords sur le droit commercial entre le continent nord-américain et l'Union européenne, nous avons travaillé à l'intégration de nombreux termes de droit des contrats. Et parallèlement, lorsque l'Union européenne a mis en place le règlement général sur la protection des données, nous avons veillé aux définitions de chacun des termes. Et là, c'est une fierté qui était en fait issue de la loi de 78, repris en langue anglaise par le droit européen, reviennent en droit interne avec une traduction qui est la traduction de la loi de 78, mais il fallait pour chacun prévoir une définition adéquate. Alors, c'est tout l'enjeu des travaux, c'est à la fois de s'emparer d'un besoin et donc de trouver le bon mot, et puis pour cette appropriation et cette bonne compréhension, de lui donner la définition qui va l'éclairer. La première des préoccupations des membres du collège, c'est de faire en sorte que le terme qui va être choisi soit le moins souvent possible une expression, de manière à ce qu'il n'y ait pas de redondance entre le terme et la définition. Il est parfois très difficile d'exprimer par un seul mot ce qui se dit en langue anglaise, puisque c'est notre exemple, d'un seul mot, parce que la langue anglaise est comme la langue allemande une langue valise où on agrège plusieurs concepts par contraction. Et pour la bonne compréhension du français, en règle générale, on ne pratique pas de cette manière. Il y a un exemple contraire qui est un fox, qui est lui très parlant, mais c'est plus rare. Et le plus souvent, nous devons véritablement faire un travail d'élaboration. Et pour que le terme s'imprime, encore une fois, dans l'esprit du public et dans l'esprit des médias, qui sont le véhicule, si on n'a pas quelque chose qui se perçoit simplement, on risque de rater la cible. Et l'exemple qui est présenté à gauche de votre écran me paraît intéressant parce qu'on voit l'oscillation entre une expression brève qui répond très étroitement au terme anglais, mousejacking, qui se traduirait littéralement par effraction à la souris. Et il s'agit, si vous le voyez bien à l'écran, du détournement d'un véhicule sans effraction, mais par piratage de son système électronique. Donc, le travail du collège, c'est d'abord de définir, enfin de réfléchir pour comprendre si le terme qui lui est soumis dans une langue étrangère, dans ce type de mécanisme intellectuel, est déjà approprié dans la langue d'origine. Ou est-ce qu'au contraire, c'est une fabrication qui vise justement à frapper les esprits et à retenir l'attention? Donc, mousejacking, c'est par nature un antagonisme intellectuellement, puisqu'il n'y a pas d'effraction, mais on parle d'effraction pour retenir l'attention du public, et c'est un terme qui a été forgé par la presse en territoire nord-américain. Et la première idée du collège a été de dire on ne peut pas retenir le terme d'effraction parce que c'est impropre. Et on n'attirera pas l'attention avec le terme effraction. Et d'autre part, effraction ne correspond pas en droit au concept que l'on cherche à définir. Ici, il s'agit d'un vol. Donc, un vol, c'est une soustraction frauduleuse. Et l'effraction est un moyen. Or, le moyen mis en œuvre ici, ça n'est pas une effraction. C'est encore une fois un mécanisme électronique. C'est un piratage. Donc, comment rendre compte de ce piratage au service d'un vol? Et la première idée a été de se dire, bon, puisqu'il s'agit d'un vol et puisque c'est un vol par voie électronique, pourquoi ne pas traduire mouse, qui est très employé en langage informatique, par souris et associer vol avec souris? Et ça n'était pas du tout incongru puisque, vous le savez tous, dans le jargon juridique, et je parle volontairement de jargon juridique parce que ça n'est pas le langage scientifique, on qualifie de manière très imagée les différentes infractions, pardon pour ce lapsus, les différentes infractions de manière à être compris, retenir l'attention des étudiants, faciliter les apprentissages,
séduire les journalistes en quelque sorte et favoriser le déploiement des termes. Donc ici, vol à la souris était par nature quelque chose qui pouvait renvoyer par exemple à vol à la roulotte. Les vols à la roulotte, ce n'est pas des vols dans les roulottes, ce sont des vols dans les véhicules, des vols d'objets laissés dans les véhicules. Et ensuite, il y a eu, une fois que ce concept avait bien émergé et qu'on était clair sur le fait qu'il s'agissait bien d'un vol par voie électronique, un débat, notamment avec le ministère de la Culture, donc les services de la langue française et l'Académie, les représentants de l'Académie, pour caractériser le fait de savoir si l'on devait inscrire au journal officiel puis au dictionnaire une expression qui renvoie encore une fois à un langage professionnel et pas à la langue elle-même. Et finalement, le point d'équilibre a été de retenir un terme plus proche d'une définition strictement juridique, donc de la langue juridique pure, d'où ce compromis de vol par effraction électronique, avec en synonyme vol à la souris qui lui renvoie davantage à un langage professionnel. Donc on a une occurrence qui peut demain entrer dans la règle de droit et d'autre part une occurrence qui peut parfaitement être celle des commentaires de la règle de droit. Et en quelque sorte, avec ce travail de balance et de synthèse, les deux objectifs sont atteints. On respecte les principes qui consistent à forger le terme, qui gouvernent l'action de forger un terme, et d'autre part, on garantit une meilleure appropriation et, je pense, une bonne compréhension avec, par ailleurs, un petit clin d'œil s'agissant de la souris. Le contrepoint, puisque ce terme a été très bien approprié, le contrepoint, c'est celui de l'affaire Gelée. Les cold cases sont un phénomène qui a connu une ampleur absolument considérable avec le développement des technologies scientifiques, de la police scientifique au service des enquêtes. Jusque dans les années 90, le concept d'ADN nous était étranger et beaucoup d'affaires ne pouvaient pas être résolues puisqu'il n'y avait pas moyen d'apporter une preuve matérielle permettant de définir qui était l'auteur de l'infraction ou du crime. L'ADN a constitué une véritable révolution au service du droit, permettant aux enquêteurs de rouvrir des dossiers qui avaient été classés, de poursuivre les recherches, et vous le savez d'ailleurs, dans certains dossiers très médiatisés, d'innocenter des personnes qui avaient été poursuivies à tort, ou de retrouver des auteurs des années après la commission des faits. Ça a donné lieu à de très nombreux développements, d'une part en droit et d'autre part aussi dans le monde de la fiction. Et de très nombreux romans, de très nombreux films et séries policières se sont inspirés de ces méthodes d'enquête et les ont très fortement popularisées. Le terme anglais pour affaire non résolue, c'était cold case, c'est-à-dire affaire mise de côté, affaire entre guillemets mise au réfrigérateur. Donc c'est posé encore une fois la question, dès lors que la connaissance de ce terme était extrêmement large du fait de sa très importante médiatisation, notamment par le biais de la fiction, de savoir comment on pourrait l'introduire de manière très parlante dans le vocabulaire juridique. Et là, ce qui m'a beaucoup surpris, si vous voulez, c'est que assez rapidement, les services de la direction des affaires criminelles ont proposé une solution qui paraissait extrêmement astucieuse, consistant à dire « ça n'est pas une affaire classée, puisque c'est une affaire en attente de résolution. Pourquoi ne pas employer le terme « affaire glacée » qui créerait un écho entre et en même temps un antagonisme, une opposition entre affaire classée, définitivement classée, traitée, même si non résolue, et affaire glacée en attente de résolution. Et c'était intéressant parce qu'évidemment, encore une fois, il y a cette pointe d'humour qui retient l'attention, et d'autre part, c'est très facilement assimilable et on comprend très bien la distinction entre les deux termes. Et là aussi,
On a débattu avec les services du ministère de la Culture et les services de l'Académie et on nous a opposé que glacer renvoyait simplement à un concept de température alors que geler renvoie véritablement à une paralysie temporaire due à une circonstance, par exemple météorologique. Et que glacer serait impropre malgré son caractère séduisant, et que seul gelé pouvait être employé. Donc finalement, gelé a été retenu avec un synonyme qui est très signifiant, affaire dormante, mais le constat, c'est que cette fois-ci, même si cette conception est parfaitement pure, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris parce qu'elle n'a pas été retenue comme suffisamment parlante, expressive, peut-être accessible. Et la conséquence en est qu'aujourd'hui, l'emploi de cold case reste un emploi dominant, et notamment dans l'univers médiatique. Et affaire gelée n'est pas utilisé. Et d'ailleurs, très paradoxalement, plusieurs services nationaux en charge de la résolution de ces affaires n'ont pas été dénommés sur le fondement du terme retenu. Et on s'en est ému, évidemment. Donc, le terme cold case a maintenant été effacé des organigrammes, mais ce sont des périphrases comme affaire non élucidée qui l'ont remplacé. Donc, si affaire non élucidée est préférée à affaire gelée, on comprend bien qu'affaire gelée ne prospère pas. Donc, j'espère avec ces deux exemples avoir pu mettre en lumière les préoccupations et la divergence qui peut surgir ou survenir entre les praticiens, d'une part, qui ont véritablement à cœur dans la ligne de la grande réforme de l'accessibilité du vocabulaire juridique de 1975, puis de la loi Toubon, de rendre le vocabulaire directement accessible aux praticiens et au public, et puis les règles. Et comme nous sommes juristes, évidemment, nous tenons compte des règles et le dialogue entre les différents services permet toujours d'obtenir un compromis. Et puis, je pense que les définitions qui sont à l'écran montrent qu'il y a aussi véritablement une recherche précise et pointue pour accompagner le terme et encore une fois le rendre accessible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Monsieur Ferrand, un grand merci. Je vous propose de passer à notre troisième et dernière partie avec Monsieur Chabin sur l'amélioration et la simplification des écrits administratifs donc au sein du ministère de la Justice. Je remercie Madame la secrétaire générale et Monsieur Ferrand. Pour cette partie sur l'amélioration et la simplification des écrits administratifs à destination des usagers, je voudrais tout d'abord vous présenter un peu la philosophie de travail qui a été la nôtre au secrétariat général, puisqu'il s'agit d'une initiative de travail du secrétariat général qui est basée sur l'apparition d'un nouvel engagement, l'engagement 5, dans le cadre du programme Service Public Plus, intitulé « Vous disposez d'une information simple, claire et accessible ». Donc, le département d'évaluation et projet de modernisation pour lequel je travaille au secrétariat général, a donc organisé des travaux d'amélioration et de simplification des écrits administratifs à destination des usagers en étroite collaboration avec l'ensemble des réseaux du ministère de la Justice. Donc, la direction des services judiciaires, l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, le service d'accès au droit à la justice et à l'aide aux victimes, ainsi que le casier judiciaire national. On a poursuivi un objectif en créant notamment le guide, c'était d'en faire un outil multi-usage. D'une part, pour acquérir des réflexes qui permet à chacun d'utiliser ponctuellement lors de doutes sur des formulations à utiliser dans les écrits, que ce soit des courriels ou des notes d'information. Et d'autre part, pour un travail plus de fond, plus de long terme, lorsque l'on souhaite améliorer, simplifier ou modifier un écrit qui apparaît trop complexe aux usagers. Mais j'insiste sur le fait que c'est un outil de réflexe.
il n'y a pas d'écrit parfait. Comme le soulignait Madame la secrétaire générale dans son introduction, la langue française est l'affaire de tous. Il y a bien évidemment des experts, des linguistes, des terminologues, des lexicographes, comme on a pu le voir avec Monsieur Ferrand, mais la rédaction du quotidien et la langue française appartient à tous. Donc ce guide a été aussi réalisé dans un objectif d'une double amélioration, d'un double gain. Il va d'une part améliorer la situation pour l'usager, mais quand on réfléchit à l'usager, on réfléchit toujours à son pendant, à celui de l'agent, de l'administration. Car si l'usager a une mauvaise expérience, il y a toujours des retombées négatives pour l'agent, et inversement. Les gains sont donc à la fois pour l'usager et pour l'agent. Il va y avoir en premier lieu, bien évidemment, le fait de rapprocher les usagers de la justice et faciliter ainsi leur saisine de l'institution judiciaire. Il va y avoir aussi la réduction des tensions et des incivilités qui peuvent être dues à un manque de compréhension des écrits par les usagers. Il va y avoir aussi une facilitation du travail des agents du ministère de la Justice en évitant une sursollicitation des justiciables quand ceux-ci ne comprennent pas les écrits qui leur sont adressés. Et il va y avoir aussi une réduction du délai de traitement, tout simplement, parce que lorsqu'il y a une amélioration de la communication écrite, entre l'administration et l'usager, entre les agents et l'usager, il va y avoir moins d'allers-retours sur des incompréhensions, donc une accélération des délais de traitement. Bien sûr, le guide ne pourra pas régler par lui-même l'ensemble de ces problématiques, mais il y prend sa part. Comme l'a indiqué Madame la secrétaire générale, tous ces travaux que nous avons menés, que ce soit sur la simplification de certains écrits et la création de ce guide, ces travaux ont été intégrés parce que le gouvernement, avant dissolution, avait nommé le top 10 des simplifications avec une volonté de simplifier sans recourir à des modifications complexes, législatives ou réglementaires. Donc ça, c'est pour la philosophie de travail qui nous a animés tout le long de cette année. Pour la méthodologie de travail, au premier semestre 2024, nous avons travaillé sur 3 ateliers avec l'ensemble des réseaux qui ont été cités précédemment. Dans un premier atelier, nous avons sensibilisé, le secrétariat général a sensibilisé l'ensemble des réseaux sur l'amélioration et la simplification des écrits administratifs sortants, puisque c'est la mission du secrétariat général d'être en appui avec l'ensemble des réseaux, et puis d'améliorer effectivement le quotidien des agents et des usagers. Dans un deuxième atelier, nous avons travaillé à la création d'un guide de bonnes pratiques rédactionnelles. Tous les réseaux étaient réunis et nous avons créé et surtout réalisé une synthèse des documents qui pouvaient déjà préexister. Parce qu'un gros travail avait été fait en interministériel il y a de cela plusieurs années et sur une longue période. Et donc, nous avons travaillé à synthétiser plusieurs informations et à les adapter aux besoins du ministère de la Justice. Donc, nous avons travaillé sur le kit formulaire de la Direction interministérielle de la transformation publique, sur la charte d'accessibilité de la communication écrite de l'État en 2021, du kit informatique et liberté du RGPD, le site France Terme et la loi Toubon, bien évidemment, qui ont été un cadre nécessaire à ce travail, le lexique administratif et également le système de design de l'État. Tout cela a été adapté aux besoins du ministère de la Justice et nous avons doublé tout ce travail en collectif d'ateliers par des travaux en bilatéral pour parfaire les guides et les écrits. Puisqu'en 3e atelier, nous avons travaillé sur la base de ce guide que nous avions créé, des écrits que chaque réseau souhaitait travailler. Pour la direction des services judiciaires, il souhaitait améliorer un accusé de réception du service accueil unique du justiciable. Pour l'administration pénitentiaire, c'était une notice d'information pour demande de visite des familles de détenus. Pour l'aide juridictionnelle, c'est un accusé de réception de demande d'aide juridictionnelle et une convocation mineure pour la protection judiciaire de la jeunesse et bien évidemment une plaquette d'information pour le casier judiciaire national. Tous ces écrits, ils ont été présélectionnés pour les retravailler, les simplifier parce que ce sont des écrits qui touchent le plus grand nombre d'usagers au sein du ministère de la Justice. Lorsque nous les avons travaillés, une fois
qu'ils avaient été améliorés et simplifiés, nous les avons soumis à un panel d'usagers volontaires spécialement constitué par la DITP sur la thématique des écrits administratifs. Donc, il s'agissait de participants différents du panel entre chaque écrit et entre chaque version des écrits, avant et après amélioration. Donc, le panel d'usagers a été subdivisé afin d'évaluer le plus clairement et le plus précisément chaque écrit. Ce qu'il y a eu comme production avec cette méthode de travail, c'est donc un guide de bonne pratique rédactionnelle et des écrits améliorés et simplifiés. Le guide en soi a été adapté pour chaque direction avec des exemples individualisés, même si 80% du contenu est commun à toutes les directions et services. Le guide est facile à manipuler, c'est un guide court, à peu près 20 pages, avec un sommaire cliquable et avec des boîtes à outils réflexes sur lesquelles les agents peuvent se reposer. En annexe du guide, nous avons également créé une charte graphique avec l'ensemble des documents déjà existants pour la mise en forme graphique des CERFA, des notices d'information et des champs d'information et autres tableaux. La structure de ce guide, c'est une vingtaine de pages en 4 parties. Une première partie pour appréhender le travail en faisant en sorte de bien connaître les usagers. Donc, cette partie permet d'utiliser des fiches de profil type d'usager à renseigner, ainsi qu'une cartographie de parcours usagers pour savoir à qui on s'adresse pour mieux connaître les justiciables. Une seconde partie sur les bons mots pour savoir quelles informations et quel vocabulaire il est nécessaire d'employer. Donc, on y aborde les grands principes du langage clair avec des exemples de ce qui est à faire ou à ne pas faire dans les expressions ou les termes à utiliser. Puis une troisième partie pour utiliser les bons visuels de la communication accessible pour savoir quelle typographie on peut utiliser et surtout bien organiser notre information de la plus importante à la moins importante. Et une quatrième partie où là, on illustre tout ce travail en insérant les exemples d'écrits que nous avons améliorés en atelier. Vous en avez un exemple. Alors, je n'ai pas pu tous les mettre pour des raisons de bonne visualisation pour cette conférence à distance, parce que certains écrits sont un peu plus longs. Je pense notamment à la notice d'information de la direction des affaires pénitentiaires, de l'administration pénitentiaire, pardon, et le casier judiciaire national. J'ai sélectionné l'accusé-réception du service accueil unique du justiciable et la convocation de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour cet écrit-là, si vous pouvez un peu le percevoir, si vous arrivez à agrandir un petit peu, pour l'accusé-réception SAUJ, donc service accueil unique du justiciable, je vais vous indiquer un peu les grandes modifications qu'on a réalisées. On a privilégié une écriture plutôt à la forme directe, c'est-à-dire nous avons indiqué « Nous avons bien reçu votre demande » plutôt que une formule plus neutre et plus floue, le présent accusé atteste de la bonne réception de votre saisine. Déjà, on parle en direct et c'est une formulation un peu moins complexe avec la formulation « Nous avons bien reçu votre demande ». On a simplifié aussi d'autres formulations. Cet accusé d'enregistrement ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité de votre demande qui dépend de l'examen à venir des pièces fournies ou à fournir. On a privilégier une formulation différente et moins alambiquée en indiquant « Sans ces éléments, votre demande ne pourra pas être traitée dans les meilleurs délais ». Nous avons également intégré des logos visuels pour mieux attirer le regard du justiciable sur certains points d'information importants. Et puis, nous avons restructuré et aéré les demandes de pièces et on a hiérarchisé l'information de la plus importante à la moins importante. Et puis, pour la convocation de la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui est le second exemple, on a d'abord fait un travail de structuration de l'information en contextualisant la demande. On rappelle d'abord que la personne est convoquée suite à une décision de justice, puis par qui la personne destinataire de cette convocation sera reçue. Ça permet d'abord aux jeunes, puisque là, on s'adresse à un mineur, ou en tout cas à un jeune majeur, de mieux comprendre pourquoi il est convoqué. On indique aussi la raison de cette convocation et le temps de la convocation. On a remplacé aussi
ou en tout cas simplifier certaines formulations. Au lieu de « vous devez être muni », nous avons préféré indiquer « apporter les documents ». Et on a mis aussi des cases à cocher pour chaque document pour que la personne voit à peu près qu'est-ce qui lui manque comme document. Et puis, on a hiérarchisé l'info et on a mis des informations en annexe sur le lieu de rendez-vous pour ne pas trop surcharger de documents et surtout des informations plus complètes. C'est un travail de détail, c'est un travail de fourmi qu'on a réalisé avec le réseau de la protection judiciaire de la jeunesse et avec l'ensemble des réseaux. Et l'objectif, par exemple, pour la convocation de la protection judiciaire de la jeunesse, en tout cas pour les premières convocations, c'est aussi qu'il y ait moins d'absentéisme. Parce que si le justiciable comprend pourquoi il est convoqué, quand il est convoqué, il y aura moins d'absentéisme au rendez-vous. Et de tout ce travail, nous avons eu quand même un retour assez satisfaisant, je dirais même très satisfaisant, du panel d'usagers dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la convocation de la protection judiciaire de la jeunesse, concernant la première impression à l'ouverture de documents, on note une nette augmentation de 18% d'impressions positives entre la version antérieure et la version modifiée. Concernant l'affirmation « ce document est-il facile à comprendre ?», on constate une augmentation de 17% du panel sur le fait qu'il soit tout à fait d'accord sur cette information. Et concernant l'affirmation « j'ai l'impression que l'administration est à mon écoute pour m'accompagner en cas de difficulté », on constate que 79% des répondants sont d'accord avec cette affirmation contre 37% sur la version originale. Pour l'écrit du service accueil unique du Justicia, pareil, on note de très bons scores et surtout une belle évolution entre les deux écrits après l'amélioration de l'écrit. Sur l'affirmation, les informations présentes sur le document m'aident à poursuivre ma démarche. On constate une augmentation de 15% de répondants tout à fait d'accord avec cette constatation. Et sur l'affirmation « ce document est-il facile à comprendre ?», on constate une baisse de 13% de répondants en désaccord et une augmentation de 17% de répondants tout à fait d'accord. Donc, on a une légitimité grâce au panel d'usagers sur le travail qu'on a réalisé sur les écrits et grâce au guide que l'on a pu créer. Je conclurai mon intervention pour ne pas être trop long sur le fait que nous sommes également en cours de travaux sur la simplification de CERFA qui existe au ministère de la Justice en parallèle et ce guide a reçu un accueil très favorable des agents du ministère de la Justice dans le cadre du mois de l'innovation publique qui était pour certains très en attente de ce genre d'outils et le 6 décembre nous présenterons aussi cet outil dans le cadre d'un regroupement des services accueil unique du justiciable et nous allons le présenter également aux écoles de formation pour essayer de les inclure dans le cadre d'une formation initiale. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Chabin, et merci à tous les trois. Écoutez, on a terminé ce rendez-vous dans les temps, c'est parfait. Merci encore. Comment ? Puis-je me permettre d'intervenir, madame ? De nous intervenir, madame. Bien sûr, certainement. Oui, non, c'est juste parce que comme nous avons le souci du mot juste et de la juste dénomination, je me permettais du coup de m'excuser de mes propos puisque j'ai déformé et dénommé Monsieur Ferrand et donc je le remercie 1000 fois de son intervention et j'ai effectivement confondu, enfin je l'ai dénommé et puisque j'avais retenu et je lui ai donné le nom du prédécesseur de Monsieur Chabin en matière de langue française. Donc Monsieur Ferrand, voilà, je vous ai remis la bonne nomination. Voilà, mille excuses. Mille excuses. C'est pareil. Donc encore merci à vous trois de nous avoir proposé ce très beau sujet et du temps que vous avez bien voulu nous consacrer à nous et à nos inscrits. Voilà, on est ravis. C'est un sujet qui fait parfaitement écho à notre obsession de voir des services publics toujours plus proches, plus simples et plus efficaces. Et au volet simplicité, simplification, nous on est convaincus que la simplification, ça commence d'abord par le langage. Voilà, un grand merci à vous trois.
J'espère à très bientôt et puis pour un prochain rendez-vous et jeudi de l'expérience usagée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.